Devant la grotte de la Vierge Marie, après la messe de célébration de la Toussaint, ici, ces femmes sont venues se recueillir. Et pour les saints et Toussaint, on est venu faire la messe à 8 h et on est en train de prier. On a fini pour venir devant la grotte pour prier aussi pour la Vierge Marie. À la paroisse Saint-Michel d'Adjamé, tout comme à la cathédrale Notre-Dame du Plateau et à la paroisse Saint-Jean de Cocody, les fidèles catholiques ont fêté la Toussaint. Cette fête en hommage aux morts mais aussi aux vivants. La fête de la Toussaint, ce n'est pas la fête des morts uniquement, mais c'est la fête à nous tous. On entend à nous tous, nous qui sommes des pèlerins sur cette terre, et ceux-là que nous appelons nos frères et sœurs défunts qui sont partis à la maison du Père, et ceux qui contemplent déjà le visage de Dieu. Cette fête nous permet de célébrer deux choses en tant que chrétiens catholiques. C'est d'abord notre avenir en Dieu, puisque Dieu nous permet par notre baptême de partager sa vie d'enfant de Dieu. Et aussi, cette fête nous permet de bénéficier, de nous rappeler que nous bénéficions de l'intercession et de la prière de ses grands frères, de ses grandes sœurs qui sont avec lui et qui partagent déjà sa gloire. Ce jour du 1er novembre est important pour les fidèles catholiques, eux qui savent qu'ils sont appelés à être des saints. Les saints sont là-bas, ils sont dans la plénitude de Dieu. Ils sont dans la béatitude d'aujourd'hui. Pour suivre le Christ, c'est le calvaire. Ne devient saint celui qui reste là et qui ne fait rien. Non, il faut suivre Jésus. Il faut être dans la dynamique d'amour du Christ. Et c'est ce que Saint Jean a fait. C'est ce que tous les autres saints ont fait. Comme son nom l'indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. Et chaque 1er novembre, l'Église catholique honore ainsi ceux et celles qui ont été de leur vivant des témoins du Seigneur Jésus-Christ. En Côte d'Ivoire, c'est aussi dans la ferveur qu'elle a été célébrée. Andrea Elo Yaba, Joseph Yara Asielou, Paul Teré Gwessé et Mamadou Koulibaly ont juré d'exercer leurs fonctions avec rigueur, probité et loyauté. Par cette prestation de serment, l'Autorité nationale de l'aviation civile de Côte d'Ivoire, ANAC, vient d'enrichir son effectif en termes d'inspecteurs qui passe de 30 à 34 agents de contrôle. Nommés respectivement dans les domaines de la sécurité aérienne, de la sûreté aéroportuaire et de la tenue du registre d'immatriculation des aéronefs civils, ils se sont engagés au respect des lois et règlements régissant leur métier. On s'est rendu compte que les accidents d'avion sont la somme de tous ces petits processus-là qui un jour deviennent grands et explosent. Donc notre rôle, c'est de veiller à ce que tout cela soit respecté pour que l'aviation civile dans le monde, la sécurité y soit. Tout ce qui a trait à la sécurité de l'entretien, donc la maintenance des aéronefs est sous ma responsabilité. Et en tant qu'inspecteur, j'ai déjà prêté serment pour veiller à ce que les aéronefs soient entretenus dans les conditions optimales. Pour moi, ce sont des sentiments de joie qui m'animent. Des sentiments de joie, ça a été un long parcours. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, nous en sommes là. Je veux rendre grâce à Dieu. Ces nouveaux inspecteurs ont la mission de contrôler et superviser les exploitants et gestionnaires aéroportuaires en vue de s'assurer au strict respect des normes et standards internationaux en matière d'aviation. Que se passe-t-il en Centrafrique ? L'opération militaire française en République centrafricaine s'est achevée officiellement le 30 octobre dernier. 8650 éléments de l'opération Sangaris regagneront la France sur les 9000 militaires stationnés dans le pays depuis 2013. Les 350 autres vont rester aux côtés des casques bleus de la MINUSCA. L'annonce a été faite par Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères. Pourquoi l'opération Sangaris en Centrafrique? En 2013, la Centrafrique est plongée dans une guerre civile entre rebelles de la Séléka et anti-Balaka. L'intervention militaire française a permis d'éviter un génocide dans le pays. Mars 2013, Bozizé est renversé du pouvoir par les rebelles de la Séléka. Le pays s'effondre, des affrontements éclatent. Bilan, plusieurs centaines de morts et des milliers de déplacés. Face à la situation, l'ONU prévoit le déploiement de milliers de casques bleus dans le pays et autorise les forces françaises à soutenir la MINUSCA.
Quel est le bilan de la présence française en Centrafrique? Pour Jean-Yves Le Drian, l'opération Sangaris a été un succès. Selon le ministre français des Affaires étrangères, elle a permis d'éviter des massacres de masse. Elle a aussi permis un processus de réconciliation intercommunautaire, la reconstitution de l'État centrafricain, l'organisation des élections présidentielles et législatives. Et selon Seydik Abba, journaliste, écrivain, chroniqueur, l'opération est en partie un succès, mais les milices n'ont pas été désarmés. Autre échec de l'opération Sangaris, les accusations de violence sexuelle. Sur le sujet, Paris a ouvert une enquête. Si la présence des militaires français a freiné les exactions, elle n'a pas pu les empêcher pour autant. Et après, les Centrafricains ne cachent pas leur inquiétude face au départ des militaires français. Ils redoutent la résurgence des violences dans le pays. Jeudi et vendredi dernier, au moins 25 personnes, dont 6 gendarmes, ont été tuées lors d'affrontements à Bambari, dans le centre du pays et ses environs, selon la MINUSCA. Pour l'heure, le pays tente de tourner la page avec l'élection de Faustin Archange Touadéra à la présidence en février 2016. Le Liban a un nouveau président. Michel Aoun a été élu par le Parlement lundi 31 octobre. Il est élu avec 83 voix sur 127 au second tour. L'accession à la magistrature suprême de Michel Aoun met fin à un vide institutionnel causé par de profondes divisions liées notamment à la guerre en Syrie. L'ex-général chrétien maronite âgé de 81 ans devient le 13e président du Liban après Michel Sleiman. En devenant président, Michel Aoun affiche ainsi son désir de préserver son pays du conflit qui dévaste la Syrie voisine. Il a été élu grâce à l'appui de 2 de ses adversaires politiques, le chef chrétien maronite des forces libanaises FL, Sami Jarjah, et l'ancien premier ministre musulman sunnite Saad Hariri. Tous 2 sont hostiles au Hezbollah, principal allié du président Assad. Son sac est aussi le fruit d'un laborieux compromis entre les principaux partis politiques. Michel Aoun va diriger le Liban pendant 6 ans non renouvelables. Il rejoint le palais présidentiel de Bagdad, d'où il a été chassé il y a 26 ans par l'armée syrienne alors qu'il était à la tête d'un gouvernement militaire en 1988. Michel Aoun se réfugie alors à Paris où il restera 15 ans et va fonder le courant patriotique libre hostile à la Syrie. En 2005, il rentre au Liban en remportant 21 sièges sur 128. Plusieurs défis attendent le 13e président libanais, notamment la question des millions de réfugiés syriens au Liban, la nécessité d'entreprendre des réformes économiques drastiques et la corruption qui mine le pays. Michel Aoun va commencer ses consultations mercredi. Le nom du Premier ministre sera connu jeudi. La Maison-Blanche est la résidence officielle et le bureau du président des États-Unis. Elle se situe 1600 Pennsylvania Avenue à Washington. Ce bâtiment est blanc. Sa grande particularité, elle est le lieu de travail et de réception de tous les présidents américains depuis John Adams, président des États-Unis, qui y entra en 1800. La Maison-Blanche à Washington accueille son premier locataire, le président John Adams, alors que la construction n'est pas achevée. Mais une fois les lieux occupés, la White House subira de nombreuses modifications. Reconstruction suite à des incendies en 1814 et 1929, puis réaménagement fonctionnel par les présidents successifs ou encore travaux d'extension avec notamment la construction de l'aile ouest en 1901 et de l'aile Est en 1942. Notons qu'en 1789, après son investiture, le premier président George Washington avait occupé d'abord des hôtels particuliers avant la construction de la nouvelle capitale fédérale, Washington. Il occupera l'hôtel de Market Street de novembre 1790 à mars 1797, en y apportant des modifications qui influenceront la nouvelle Maison-Blanche.